Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime quand tout est bien millimétré, quand tout est parfait, mais que de temps en temps, on aime bien mettre un petit peu d'imperfection au milieu de tout ça. Et bienvenue pour le cru 2025 de Wes Anderson, qui se nomme The Finishing Scheme. J'ai de la peine pour les gens qui se retrouvent en caisse et qui ont un très mauvais accent anglais quand même pour la prononciation de ce titre. Mais attends, parce que si tu veux vraiment être chiant, je crois que le titre complet c'est The Finishing Scheme or The quelque chose Life of Victor Jaja Corda, un truc comme ça. Voilà, Wes Anderson, paix à ton âme, mais arrête les titres à rallonge, c'est compliqué. Paix à ton âme, il va bien. Oui, mais pas à ton âme quand même, pas à ton âme quand même. L'histoire, nous allons suivre Jaja Corda, qui est un espèce de mania de la finance qui aime bien déstabiliser le monde, si on devait le résumer comme ça. Et alors qu'il vient de survivre à une nouvelle tentative d'assassinat, il se retrouve avec un objectif, celui de construire un mystérieux projet. Mais pour cela, sachant qu'il n'est pas sûr de survivre jusqu'au bout, vu qu'il vient de survivre à une énième tentative d'assassinat, il va s'entourer de sa fille, qui est sur le point de devenir nonne, Liesel, qu'il va nommer comme seule héritière et qui va se charger dans la foulée de le suivre pour apprendre le métier, pour peut-être prendre sa succession, même si elle est sur le point de prêter ses vœux. Je vois pas comment mieux résumer le film et comment pas trop tomber dans la révélation de trop plein de personnages ou de petites choses, puisque vous vous en doutez, Wes Anderson, c'est beaucoup de personnages, beaucoup de petites histoires et beaucoup de péripéties. On avait fait Asteroid City, ça me semblait très normal de venir te rechercher, mon cher Colin, pour une vidéo. Comment vas-tu? Il fait chaud la putain de sa race. Oui, il fait très chaud. Mais à part ça, ça va bien. En plus, dans la salle, pour finir le film, il y avait la clim. Et ça c'est bien. Ça c'est merveilleux. Et ça c'est bien. Ouais, en plus, ça fait plaisir de revenir parler de Wes Anderson. Bah oui, parce que mine de rien, ça faisait 2 ans. Si je ne dis pas il est régulier. Ah bah c'est très régulier. C'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. C'est un cinéaste de la régularité, c'est Wes Anderson. Hein. C'est-à-dire que réellement, il prend son temps pour faire ses films, mais pas trop non plus. Celui-là, honnêtement, bof. C'est comme tous les Wes Anderson, on attend ça par curiosité, par amour du style du réalisateur. Moi, j'avoue que sur le papier, j'étais pas forcément hypé par la manière avec laquelle le cinéaste allait mettre en scène son histoire. C'était plus l'histoire en fait qui m'intriguait sur ce projet-là. Ça avait l'air de sortir un petit peu du carcan assez complexe de ses derniers films où il voulait absolument raconter des myriades d'histoires et les entremêler soit dans un lieu, soit dans un contexte, soit dans une logique, que ce soit The French Dispatch ou Asteroid City, où c'était plus des bribes de récits qui prenaient place dans un lieu ou dans une logique narrative. Et c'était intéressant de le voir aussi revenir sur une thématique familiale, mine de rien, parce que même s'il met la famille en avant dans ses précédents films, là ça fait du bien de le revoir à venir avec une vraie histoire de famille, une vraie histoire de filiation, donc c'était plus ça qui titillait. C'est vrai que je réfléchis, mais en fait ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un film pas choral. Parce que même L'île aux chiens, c'est quand même partagé entre plusieurs points de vue. C'est assez choral. The Grand Budapest Hotel, c'est en fait rigole pas, je crois que c'est Darjeeling Limited la dernière fois où il a vraiment essayé de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas faire peut-être Fantastic Mr. Fox aussi. Alors avec l'exception alors je ne les ai pas vus, mais il y a eu sa collection de courts-métrages qui était sortie sur Netflix à un moment. Tout à fait. Que je n'ai pas vu, mais je sais que des gens m'avaient dit c'est intéressant parce que tu sens que c'est des petits terrains de jeu pour essayer des trucs. C'est ça. Qu'elle allait peut-être voir leur aboutissement avec celui-là, ou pas. Mais voilà, moi je les ai pas vus, mais je sais que du coup ça crée un peu une ambiance de mystère autour de ce nouveau projet en mode est-ce que les courts-métrages ont servi à essayer des choses? Eh ben, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as eu la sensation que Wes Anderson s'est renouvelé à essayer des choses ou c'est peut-être perdu? Rien de tout ça. C'est alors je sais que le film c'est un peu pris cher à Cannes. Je pense que c'est plus parce que on attend beaucoup d'un cinéaste comme Wes Anderson et parce qu'il y a ce truc de un peu comme Burton, on est en mode ah là là, il tourne en rond, il arrive plus, il caricature son propre style, etc. Moi je suis pas vraiment d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire que pour moi c'est juste qu'il entre dans une phase où son style a atteint une forme de maturité, ce qui fait que c'est difficile de vraiment visuellement se renouveler. Par contre, narrativement, il essaye plein de choses. Asteroid City, c'était un récit très, très méta, très intellectuel, entre guillemets, parce que c'est pas pour dire c'était plus intelligent, mais ça se voulait très cérébral, très intellectuel. Là, il essaye de revenir à une forme de simplicité. Ça évoque plus des films comme Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom, Tenenbaum, ce qui est pas un mal.
Mais ça fait de ce film un film assez mineur dans sa filmo, c'est-à-dire que on passe un bon moment, c'est rigolo, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, mais on en sort en se disant bon, c'était un Wes Anderson. Voilà. C'est très joliment résumé, j'aime bien. Non mais oui, c'est vrai que c'est paradoxal, mais oui, on en ressort en se disant ça, c'est un Wes Anderson sympathique. Après, Wes Anderson sympathique veut dire que si vous connaissez pas le metteur en scène et que vous connaissez pas son travail et que c'est le premier que vous découvrez, vous allez vous prendre une petite claque comme d'habitude. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette manière de faire du cinéma, qu'est-ce que c'est que cette logique narrative un petit peu explosée, qu'est-ce que c'est que ces personnages aussi excentriques que loufoques. Encore une fois, je pense foncièrement que si tu prends ce film-là tel quel de nulle part, tu te prends ta petite claque comme d'habitude. Alors après, je suis même pas sûr que ce soit un film qui est particulièrement adapté pour quelqu'un qui découvrirait Wes Anderson. Oh, je pense que ça va, honnêtement, c'est pas le pire. Honnêtement, tu le découvrirais avec Asteroid City, oh, là, ça serait compliqué. Là, ce serait très compliqué. Mais là, je trouve ici qu'il y a une fantaisie, une certaine logique, une manière de ramener les personnages de manière un peu plus centrale et de pas trop se disperser dans tous les sens, qui fait que du coup, tu te laisses bien embarquer. Encore une fois, c'est du Wes Anderson, donc ça veut dire qu'en termes de composition, d'esthétique, de plan, on l'évoquera, mais c'est vraiment toujours parfait, même s'il y a des envies par moment de vouloir jouer un petit peu avec les attentes que pourrait avoir le spectateur par rapport à son style. Après, c'est surtout l'histoire, moi, qui m'a vraiment embarqué, parce que j'aime bien cette idée de mélanger film de famille, film d'arnaque, complotisme un peu simple, mais qui amuse parce qu'on joue avec des théories ou des choses comme ça qui pourraient faire réfléchir un petit peu le spectateur. C'est tous ces petits éléments-là, en fait, qui m'ont plu et qui ont fait que je me suis laissé embarquer. Par contre, je suis sorti en me disant... Wes Anderson se renouvelle pas, quoi. Il reste sur un terrain conquis, il tente 2-3 trucs, il est sympathique, mais... Si après, tu vois, pour une réflexion plus large, et pas forcément un mal en soi, dans le sens où les cinéastes auxquels on accorde beaucoup d'intention, surtout aujourd'hui où on a tendance à, dès que quelqu'un sort un film un peu cool, genre, oh, le nouveau réalisateur visionnaire, tu vois, c'est pas un mal de faire des films mineurs et de pas réussir le cinéma à chaque fois. En sachant qu'en plus, t'as un style qui, de base, est vraiment très iconoclaste. Je veux dire, comme on le disait déjà sur Asteroid City et comme je l'ai dit sur plein d'autres films, Wes Anderson, il a un style, il a une patte, il a une esthétique, il a une logique, il a une manière de faire du 7e art que personne ne peut copier. Donc, quand on dit que c'est un Wes Anderson mineur, c'est paradoxal parce que si quelqu'un découvre ça en sortant de nulle part, il va pas se dire c'est mineur. Au contraire, il va se dire wow, c'est majeur, c'est un truc de fou. Et après, il va découvrir tout son travail, il va faire ah d'accord, je comprends ce qu'on voulait dire quand on disait que c'était un peu mineur. C'est une logique de cinéaste qui accompagne un style et qui fait que du coup, quand tu prends du recul dans sa filmographie, encore une fois, la logique de la politique des auteurs, cette logique de prendre un film dans le contexte du travail du cinéaste, disons qu'en termes d'écriture, c'est vraiment intéressant. En termes de mise en scène, c'est pas forcément, ou plus forcément ce qu'on vient chercher aujourd'hui avec Wes Anderson. Même en termes d'écriture, tu vois, moi je trouve qu'il n'y a pas de grande réflexion, de grands thèmes. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression que même lui, pour lui, c'est un film où il voulait plus aller dans le divertissement ou dans quelque chose d'un peu plus léger, parce qu'il y a un côté très léger au film en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un film d'arnaque simple quoi. L'objectif c'est juste on doit accomplir un plan, pour accomplir ce plan il faut rencontrer machin et presque réunir une équipe finalement, et à la fin on va voir s'ils vont réussir leur arnaque ou pas quoi. C'est quasiment ça le principe. Donc comme tu dis, c'est amusant. Dans le sens vraiment le plus pur et le plus noble du terme. Le but est surtout de divertir et d'entraîner le spectateur dans une histoire. Et pas d'amener, comme ça a pu être le cas avec The French Dispatch ou Asteroid City, une grande réflexion sur le cinéma qui mettrait en perspective soit une logique de composition de perso, une esthétique qui ferait penser à un hommage à la nouvelle vague ou un truc comme ça. Non, là, il est plus direct. Quoi. Et c'est pas grave parce que moi, c'est un truc que je me suis fait la réflexion là à Cannes cette année et que je m'étais déjà fait la réflexion sur d'autres films, d'autres réalisateurs. Les réalisateurs, ils n'ont pas à faire un chef-d'œuvre à chaque film. Il y a forcément des films plus mineurs. Des fois tu te plantes et c'est pas grave, ça veut pas dire que tu n'as plus rien à raconter, ta carrière est finie et tout. Je prends cet exemple-là parce que là, on a bientôt le nouveau Ari Aster qui sort. C'est fou, depuis que Beau is Afraid est sorti, genre, non, le mec il est wash, il a plus rien à raconter. On n'en sait rien. Et encore une fois, ça dépend du visuel de chacun. Et là, c'est ça, quoi. Genre, Wes Anderson, il est dans une période peut-être moins forte de sa carrière pour une partie des gens. Ça veut pas dire que le mec est washed et que faut plus qu'il fasse de films, quoi. Enfin, je te le fais pas dire. Ça reste, voilà, c'est ça. En fait, le film est divertissant. C'est un peu dommage de dire ça dans Wes Anderson, mais c'est pas non plus un gros mot.
C'est parfaitement résumé. Je propose qu'on saute dans l'écriture. Donc, bon, c'est les habituels, c'est-à-dire que Roman Coppola filme un coup de main à Wes Anderson pour écrire l'histoire, et qu'ensuite Wes Anderson écrit seul le script. C'est quasiment comme ça depuis au moins 10, voire 20 ans, j'ai envie de dire. En fait, ce qui est bien, c'est que, comme on l'évoquait un petit peu au début, il a décidé de replacer au centre de son récit une histoire de famille. Chose qu'on n'avait quand même pas vue, et je te faisais la réflexion depuis quasiment Darjeeling Limited, parce que si on peut considérer que dans Fantastic Mr. Fox, il y a quand même une histoire de famille, c'est pas le propos central du récit. Quoique... Ah, le cœur émotionnel du récit, pour moi, Ouais, si, ça reste la relation entre Fox et son fils. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, Fantastic Mr. Fox, alors. Mm-hmm. Donc, mais depuis, il avait un petit peu délaissé pour s'attarder plus sur soit la famille dans le temps, comme on pouvait le voir dans Grand Budapest Hotel, où ça brassait quand même des histoires de famille, mais plus sur une temporalité plus longue et plus en perspective de récit que réellement au centre de l'histoire. Et Asteroid City et The French Dispatch, n'en parlons pas, c'est des films qui choisissent d'aborder clairement d'autres thématiques, même si la famille a toujours une place prépondérante. Je crois qu'on en avait parlé, il y avait le personnage secondaire du daron qui doit faire le deuil de sa femme avec ses enfants dans Asteroid City, qui est le personnage le plus touchant du film, mais comme c'est un film choral, c'est une histoire secondaire qui prend 15 minutes de temps d'écran. C'est ça. Or là, Jaja se retrouve à vraiment reconnecter avec sa fille Liesel. C'est un buddy movie entre les deux. C'est un vrai buddy movie. Et c'est un buddy movie qui, de ce point de vue-là, a choisi d'aborder une relation père-fille qui est très amusante, parce qu'on a une fille qui a ses idées au clair et net, qui est « je crois en Dieu, je veux devenir nonne, mais vas-y, essaye de me faire croire que je vais devenir une arnaqueuse, pourquoi pas ?» Et le père qui en face, lui, est convaincu que sa fille va accepter direct sans réfléchir, parce que tout est calculé dans sa tête. Et c'est ça qui est drôle, encore une fois, c'est que Wes Anderson, avec Roman Coppola, construit des personnages qui ont vraiment leur propre mythologie. J'ose pas imaginer, tu sais, les bibles de personnages qui doivent s'écrire. Oui, c'est sûr. Et je suis sûr que Wes Anderson passe ses week-ends à concevoir des bibles de 1500 pages sur 14 personnages, où il est capable de dire, alors celui-là, son histoire familiale, alors en fait, il est né en 1897, mais on n'est pas sûr, parce que du coup, sa femme aurait peut-être couché avec machin. Je suis sûr qu'il doit imaginer des trucs. Je pense qu'il construit vachement ses personnages par des petites manies. Et c'est pour ça qu'ils font crédible, en fait, c'est qu'à chaque fois, elle leur donne un truc particulier, en mode, ouais, quelqu'un qui ferait ça dans la vraie vie, je tiendrais ça de lui, tu vois. Notamment Jaja qui a plusieurs grands préceptes qu'il répète dans le film, mais en fait, il en change à chaque scène. Oui. Et ça, c'est plutôt amusant. Moi, ce que je trouve intéressant en termes d'écriture, c'est qu'il revient à quelque chose de plus centré sur le cœur émotionnel de ses personnages. Ce que pour moi, il n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire The Grand Budapest Hotel a pas beaucoup de charge émotionnelle. Mais tu prêches un convaincu là, mais oui. Non, mais je t'entends. C'est pas pour bitch le film, parce que je l'ai fait avant la vidéo hors champ. Je t'entends. Dans le sens où Grand Budapest, comme tu dis, c'est plus centré sur un récit un peu sur le temps long. C'est aussi centré sur l'action, Grand Budapest Hotel, avec cette espèce de course-poursuite. Tout à fait. Pour récupérer. C'est un microfilm. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oui, pareil, il faudrait que je le revoie d'ailleurs. The French Dispatch, donc c'était un récit choral avec un côté très méta, Asteroid City pareil. L'île aux chiens, il y avait un peu plus ce côté émotionnel, même si il rajoutait ça au sein d'un récit beaucoup plus politique qu'à son habitude. Et du coup, là pour moi, il revient vraiment à un film où il se concentre sur son cœur émotionnel, donc la relation entre la fille et son père. C'est là où le bas blesse un peu, c'est que je pense que c'est pas un de ses cœurs émotionnels les plus réussis. En fait, quand on dit que c'est un Wes Anderson mineur, c'est-à-dire que c'est bien, mais c'est pas ses personnages les plus marquants, c'est pas son histoire la plus marquante. Sur la relation parent-enfant, par exemple, moi je trouve que la relation entre Mr. Fox et son gamin est beaucoup plus touchante. Ah bah là, l'objectif c'est pas vraiment de toucher, même s'il y a 2-3 petites scènes qui sont assez justes, mais je pense que c'est quand même d'amuser en fait. Ouais, mais je pense que c'est quand même l'intention, en revenant à vraiment 3 personnages, parce que c'est quand même un trio. Avec Bjorn. Donc ça pour moi c'est peut-être pas un loupé, mais voilà, je me suis dit bon voilà, c'est moins marquant que ce qu'il a pu faire d'habitude, même si j'apprécie le fait qu'il s'est rendu compte qu'il était parti dans une marche très très cérébrale sur ses derniers films, essayer de revenir à quelque chose de plus simple. Bah ça c'est très noble pour le coup de réussir à prendre du recul et de se dire ok, mes derniers films j'ai vraiment pris une espèce de, je dirais pas une distance avec le spectateur, mais j'ai plus voulu mettre une perspective un petit peu différente à mon récit, et donc du coup ça peut un petit peu le perdre, ou en tout cas l'emmener dans une direction où il se dit bon, est-ce que je suis vraiment intéressé par cette histoire. Là au moins, indéniablement, je pense que si les spectateurs ne sont pas dans le récit, c'est un choix, parce que honnêtement cette relation père-fille,
même si elle n'est pas aussi touchante, je pense qu'il le souhaiterait, elle reste tout de même entraînante parce qu'il y a une vraie dynamique qui se crée entre les deux personnages. Et il y a surtout une logique avec tous les autres protagonistes qui les entourent qui fait que leur relation est bien mise en perspective par l'amusement du coup qui est procuré. Je pense notamment à cette cuite que se tape Björn avec Liesel où Björn ne tient pas d'alcool. Oui. Et sur une gag, elle te demande toujours 2 verres. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ouais. Et l'autre truc en termes d'écriture que j'ai bien aimé, c'est que Wes Anderson a toujours eu un côté très BD dans son cinéma. BD surtout franco-belge, européenne en général. Ouais. Ouais, tu pourrais presque appuyer franco-belge, c'est vrai que c'est vraiment très appuyé sur ouais, la France et la Belgique plus que d'autres styles en fait. Ouais, et je trouve que dans celui-là, j'ai un peu... Alors du coup, c'est pas de la BD franco-belge, j'ai presque eu l'impression de voir Wes Anderson adapter les BD Picsou de Don Rosa, dans le sens où on a un milliardaire un peu véreux, qui a un plan à la limite de la légalité, qui a des ennemis qui sont d'autres riches, qui essaye de passer devant lui en termes de fortune, qui a une relation avec un membre de sa famille qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il rencontre des personnages avec des looks archétypaux et avec des gimmicks particulières qui sont à la fois des associés de l'oncle riche et des amis des membres de la famille, etc. Ils sont suivis par une espèce de savant fou. Il y a beaucoup de choses où je me suis dit, est-ce qu'il a essayé de faire son Picsou ? Et même notamment dans l'arc du personnage de Zaza, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Don Rosa avec le personnage de Picsou qui était faire une espèce de monstre capitaliste sans âme pour l'humaniser petit à petit à travers cette relation. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ce côté très BD et particulièrement Picsou du personnage de Zaza. Après c'est peut-être moi qui me fais des films, peut-être que Wes Anderson n'a pas ouvert une seule BD Picsou de sa vie. Mais personnellement, j'aime beaucoup ce comparatif. Il me plaît. Et moi, je trouve qu'il tient. Ouais, non, ouais. Je pense que c'est une théorie qui mérite d'être creusée et qui mériterait presque une petite question. Tu vois, Wes Anderson, est-ce que vous aimez Picsou? Et là, il va te faire What? What are you saying? No, I didn't read Picsou. Scrooge McDuck. En anglais, donc peut-être qu'il connaît pas. Picsou, no, I don't know Picsou. Non, mais en tout cas, voilà, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'il y a cette originalité, en tout cas, dans l'écriture qui se dessine dans le travail autour des personnages ou en tout cas de l'aventure que va vivre Jaja avec sa fille et qui du coup moi, je trouve ça délirant. Enfin, je trouve qu'encore une fois il a réussi à créer des personnages, enfin, ce patron de boîte de nuit qui te ferait penser à un mec de Casablanca qui serait sous coke et sous perfusion BD, enfin ces deux patrons, ces deux manias américains qui ont l'air d'être des jumeaux qui seraient tout droit sortis de je ne sais où, qui sont déjantés, ce prince arabe qui pareil, est un petit peu lunaire, à mi-chemin entre le dandy, voilà, encore une fois, enfin, c'est des mélanges de style, de manière, de logique, de pensée qui font que du coup tu te dis, même si tu peux rester sceptique sur la logique dramatique, tu peux pas t'empêcher d'être fasciné par des instants où tu te dis, quand même, à quel moment tu crées un personnage comme ça? Et il y a aussi ce truc qui était un défaut qui pointait un peu dans certains de ses anciens films et qu'il essaye d'effacer petit à petit, c'est que des fois tu avais l'impression qu'il y avait des personnages qui arrivaient que pour faire un caméo. Tout à fait. Et là, c'est un peu le cas dans un contexte qui justifie le fait de faire ça, à mon sens. Mais sinon, il arrive à chaque fois, même des personnages pour des rôles très mineurs, il arrive à leur esquisser une personnalité très rapidement. Je pense au groupe de terroristes qu'on croise à un moment. Où en fait, genre, pas que le chef, mais vraiment toute la bande, il arrive à leur créer une petite personnalité, notamment avec le gag du truc qu'il y a dans l'avion. Voilà, à un moment il parle d'un truc et il y a un plan sur quelqu'un qui fait un truc dans un avion, voilà. Et ça esquisse tout un petit truc dans la dynamique de ce groupe qui est vraiment sympa. En termes de mise en scène, bah c'est bien. Ouais. Les acteurs. Mais non, mais c'est pas loin d'être ça en fait. C'est un peu problématique parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué en fait au fur et à mesure des vidéos. Je me rends compte de parler de Wes Anderson en termes de pure mise en scène parce que c'est un peu, ça serait un peu méchant, mais c'est un peu la même chose quoi à chaque fois. C'est-à-dire que c'est encore une fois bien de s'extasier sur le millimétrisme et la perfection avec laquelle il parvient à placer ses personnages. On peut parler aussi de la logique de certains effets qui font très cartoonesques et en même temps qui font un peu déjanter, qui amusent, qui divertissent encore une fois. Mais c'est vrai que d'un seul coup on pourrait se dire on tourne un peu en rond quoi finalement. On peut noter que c'est un peu le retour de l'humour noir un peu trash qui avait un peu disparu de sa filmo depuis Le Chien, parce que French Dispatch et Asteroid City n'avaient pas de trucs un peu crado. Il paraît que dans les courts-métrages, il y en a un qui est full humour noir, qui est vraiment très cool. Mais encore une fois, je les ai pas vus. Ouais, c'est le retour de ça. Après,
moi j'ai la sensation qu'il essaye un peu des trucs. Oui, il essaye des trucs. En fait, Sur son montage. il y a des plans à certains moments où on se demande s'il n'y a pas une envie de presque saboter sa propre logique cinématographique. Je m'entends, prenez les 2 premières minutes du film littéralement. Il y a un plan où j'ai la sensation qu'il a un peu voulu s'amuser avec la possibilité de son cinéma et le millimétrisme parfait de ses cadres. Parce qu'en gros, il y a cette logique, encore une fois, d'avoir des plans qui sont parfaitement symétriques avec les placements des personnages. Et il y a un plan qui est fait en travelling arrière, qui joue sur la symétrie et qui, au bout d'un moment, se retrouve presque comme s'il butait contre un espèce de fin de rail. Et il se retrouve à faire une contre-plongée complètement braquée du personnage de Jaja. J'ai l'impression qu'il a voulu un petit peu saboter. Et il y a plein de petits plans comme ça à certains moments où, pareil, il y a un plan au Steadicam qui sort un peu de nulle part. Wes Anderson et le Steadicam, ça n'existe pas. Qui est à la limite de la shaky cam, d'ailleurs. Alors, pendant une fraction de seconde, et après on revient à quelque chose de très composé. Sauf que quand tu connais le cinéaste, tu ça fais, te choque un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Steadicam? Wes, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait la réflexion, j'ai l'impression qu'il essaye d'accélérer son montage parce qu'il y a beaucoup de plans où je me suis dit, ça il l'aurait fait en un plan au lieu de faire des cuts. Oui. Ou alors il aurait fait un mouvement de caméra, et là il a essayé de rajouter des cuts. Alors il y a des fois c'est plutôt réussi, notamment vers la fin il y a une baston. Oui. Ça marche bien, il arrive à bien alterner entre ses plans très composés et des plans un peu plus cut, et cette scène-là marche très bien. D'autres scènes où ça marche moins bien, je pense à la première discussion entre Zaza et sa fille, où où d'habitude il se serait plus amusé à jouer sur les avant et arrière en fait de sa mise en scène. Il se serait vraiment amusé à reculer, avancer, reculer, avancer. En fait, je pense qu'il serait contenté de 3 angles dans un film précédent. D'ailleurs, il y en a 4 ou 5. Et je comprends pas pourquoi. Et en plus, c'est des valeurs de 4 qui jouent vraiment sur des ordres d'échelle, ou en tout cas des placements de personnages qui sont pas habituels avec Wes Anderson. Parce que Wes Anderson, c'est un grand fan de Ozu, je pense, dans le sens où il aime filmer les personnages de face et les dialogues quasiment tout le temps. C'est je te parle, tu me parles et on se regarde. Et c'est vrai que là, il y a cette envie, mais les personnages sont généralement, tu sais, un petit peu de 3 quarts. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es un peu déstabilisé parce que tu dis, c'est bizarre. Wes Anderson, d'habitude, il place pas les personnages comme ça. D'habitude, il les mettrait l'un en face de l'autre pour jouer sur une belle symétrie. Et c'est vrai que là, Liesel, il la filme de face, mais pas Jaja. Il le filme un peu de côté. Ça a peut-être un sens pour lui. Ça a peut-être un sens, oui. En tout cas, moi, dans le flow du film, j'ai pas eu l'impression que c'était un choix particulièrement signifiant. Mais bon, je ne suis pas une Bible. Mais pas encore. Ouais, non, peut-être un jour. Très à propos de Bible. Dans sa mise en scène, c'est une des premières fois qu'il se tente à quelque chose d'un peu mystique, religieux. Tout à fait. Et c'est pas inintéressant parce qu'il le fait par le biais d'un effet qui m'a vraiment choqué la première fois. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un plan très court où il passe en négatif, puis il passe en noir et blanc. Tout à fait. Et en fait, à chaque fois, c'est des jump cuts. Où genre, fond blanc, décor, personnage, accessoires. Et genre ça apparaît petit à petit comme s'il composait une image avec des et en plus, des calques en fait. C'est un cadre dans le cadre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un format qui épouse parfaitement le cadre déjà qui est un peu chelou. C'est un format 1,47. Wes Anderson et ses folies, voilà, du 1,47 qui fait ça, je ne sais pas, mais Wes Anderson fait du 1,47. Et donc du coup, en fait, c'est un flat dans un 1,47. C'est bizarre. Oui. Ça va vous déstabiliser, je pense. Vous allez vous demander, est-ce que le projectionniste, il n'a pas déconné avec le zoom du projecteur? C'est d'autant plus étonnant que la première fois que ça arrive, il y a William Dafoe avec un très mauvais faux crâne. Qui, à mon avis, doit être assumé. Je l'espère pour lui. Qui est assumé, mais quand ça arrive, t'es un peu... Wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il s'essaye à ce truc un peu mystique, qui est intéressant, qui est quelque chose d'un peu nouveau thématiquement chez lui. Bah, qui fait le lien avec Liesel en fait. Qui fait le lien avec Liesel, c'est vrai. Et qui amène un petit peu de drôlerie parce que pour quelqu'un qui se revendique très athée, le voir propulsé face à Dieu qui en plus est joué par Bill Murray, à partir de là, pense qu'il n'y a pas que de la kétamine dans ce qu'il prend, à mon avis, il y a un truc beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que d'un seul coup, ça amène une espèce d'humour un petit peu différent. Ça fait un peu mon Tipeee. Non mais rigole pas, oui c'est vrai. Non mais rien que le costume de William Dafoe, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on dirait un peu le mage noir dans Sacré Graal quoi. C'est-à-dire look. C'est limite si je m'attendais pas à ce que William Dafoe me fasse sortir un petit lapin explosif à un moment, mais bon. Mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est pas forcément si détonnant que ça dans son style, hein, parce qu'il a toujours aimé la fantaisie dans le côté très réaliste. C'est-à-dire que même si on voit que ces personnages sont souvent accrochés à la réalité,
il aime bien construire des petits instants où le spectateur va se dire « Ah tiens, ça c'est un peu barré, c'est un peu loufoque, c'est un peu déjanté, je me serais pas attendu à ça. Pourquoi pas ?» Donc c'est vrai qu'il aime bien amener ça. Mais c'est vrai que derrière le film, bah, il propose pas grand chose de plus, quoi. C'est la bonne tambouille habituelle de Wes Anderson. Disons que c'est ça. Ça me rappelle un peu à une époque, lorsqu'il n'était pas cancel, Woody Allen, qui proposait chaque fois un petit peu son même film. En fait, ce qui faisait la variation, c'était vraiment la manière avec laquelle il racontait ses histoires, plus que le style visuel ou la logique narrative qui devait imprégner ses récits, parce que c'était tout le temps voix off, un personnage un peu cynique sur le monde, de la romance, un petit peu du prix, de cochonnerie à gauche ou à droite, et tu savais dans quel magasin tu allais rentrer, et tu savais exactement ce que tu allais acheter, et quand tu sortais, tu étais en mode je suis pas surpris, j'ai pas trouvé un vase extraordinaire que j'avais envie de caler dans mon salon, tu t'es juste dit bah c'est la même chose, quoi. Et c'est un peu ça avec Wes Anderson, c'est là que tu te dis il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, mais je suis pas mécontent de mon voyage, quoi. Ouais. Tu ressors avec un petit sourire, puis tu te dis bah, on verra ce qu'il va nous offrir la prochaine fois. Pas plus, pas mieux. Oui, exactement. Casting. Je sais pas par où commencer. Il y a du monde. J'ai envie de commencer partout et nulle part en même temps. Bon, déjà, on va parler de Mia Farrow, qui pour elle, pour le coup, est vraiment la révélation que porte le film. Donc, qui joue Liesel. C'est un de ses premiers rôles. C'est ça. Je crois, ouais. Donc, bah, bien. Elle est très bien. Ça se voit un peu que Wes Anderson il cherche une nouvelle Scarlett Johansson. Non, mais c'est vrai, c'est ouf que ce soit dans la manière de jouer ou physiquement. Oui. Oh, Wes. Tu voulais une Scarlett Johansson plus jeune, on a bien vu, on a bien compris. Même si Scarlett Johansson a quand même un petit rôle dans le film. Tout à fait. Mais elle est bien. Elle est bien, elle est très bien. Ouais, elle a un joli petit rôle et puis elle a une belle évolution au fur et à mesure qu'avance le récit. Et disons que c'est un des rares personnages à être vraiment terre à terre par rapport à tout cet univers loufoque. Étonnamment, alors qu'elle est religieuse. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça marche bien. Ça mène beaucoup de folie, beaucoup de légèreté et des petits instants qui sont assez savoureux. Après, alors. Ouais, elle est juste pour rajouter, l'écriture de ce personnage et comment elle le joue est marrant parce qu'il y a ce contraste entre elle est religieuse, elle a une certaine spiritualité et en même temps elle a un côté très carré et comme tu dis terre à terre, quoi. Oui, c'est ça. C'est paradoxal, ouais, pour quelqu'un de croyant. Parce que derrière. Donc, alors dans le désordre, parce que je vais me perdre, Jeffrey Wright, Matthew Amalric, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch. Je suis sûr j'en oublie 10 000. Michael Cera, vas-y je me perds. Rupert Friend, qui est-ce que j'ai pas cité? Richard Ayoade. Et je crois qu'on est bien là déjà. Myriade de personnages, tous plus loufoques et déjantés les uns que les autres. Mon petit coup de cœur allant quand même pour Matthew Amalric qui m'a beaucoup amusé. Donc il commence à devenir un peu un habitué maintenant de Wes Anderson. En même temps, c'était pas une insulte. Matthew Amalric, il a une gueule à être un personnage de Wes Anderson. C'est pas faux. Même dans les interviews où c'est juste lui, il a une gueule à être un personnage de Wes Anderson. Ça m'a fait plaisir de voir Tom Hanks dans du Wes Anderson. Ça faisait quelques temps, hein, en vrai. Je sais plus quand est-ce qu'il a commencé. Depuis quand il fait. Il était déjà dans Asteroid City. En vrai, je crois que c'est un habitué maintenant, Tom Hanks. Hein. T'es sûr? Non, ou alors, j'ai souvenir que sur Asteroid City, il y avait quelqu'un, c'était peut-être Tom Hanks, où j'arrivais pas à croire que c'était la première fois. Je crois que c'est la première fois. Si, je crois que c'est possible. Je crois que Tom Hanks, c'est la deuxième fois qu'il est, comme Bryan Cranston, si je veux Bryan Cranston un petit peu plus, parce que je crois qu'il était déjà dans l'île aux chiens. Il est dans The French Dispatch, Bryan Cranston, dans The French Dispatch, je suis pas sûr. Je garantis pas, peut-être, mais je garantis pas. Il est dans l'île aux chiens parce qu'il fait la voix d'un des chiens. C'est ça. Tom Hanks fait la voix d'un des chiens aussi. C'est bien possible. Oh punaise. Bref. Non, mais voilà, il y a que des habitués de toute façon, que ce soit Jeffrey Wright, bon lui ça fait quand même un bon petit moment qu'il fait partie du cinéma de Wes Anderson. Benedict Cumberbatch, il avait déjà bossé avec lui, notamment sur la série de courts-métrages, et à côté de ça, il a fait plein de trucs. J'aime bien il a accepté de porter un look un peu ingrat avec Cumberbatch pour ça. Il est tellement parfait. Il a une gueule, elle est exceptionnelle, enfin c'est vraiment fou. Et il faut quand même parler donc de Michael Cera. Alors, qui pour le coup est la nouveauté du coup de ce film. C'est la première fois qu'il vient. Je m'appelle j'ai beaucoup aimé avec ce petit accent. Ah, moi j'ai un peu de mal avec. Mais je comprends. Mais moi personnellement, il m'a beaucoup plu ce petit accent qui vient. Oui, il a une petite accent. Je viens du Nord. Bjorn. Bjorn m'a beaucoup plu, mais après, sans vous spoiler, il a une belle évolution de personnage. Disons que dans la deuxième moitié, il est un peu plus détonnant et ça fonctionne peut-être un peu mieux, mais je trouve que la logique avec laquelle c'est amené en première partie, puis la deuxième, m'a beaucoup amusé. Et après, donc, nous avons Benicio del Toro, qu'on ne présente plus. Voilà, qui est... De toute façon, Benicio del Toro, c'est un immense acteur qui ne cesse de le prouver de film en film, qui même quand il est un peu loufoque ou à côté de la plaque dans certains métrages, amuse quand même beaucoup.
toute façon, Benicio del Toro, depuis que je l'ai vu dans Snatch étant plus jeune, Oui, bien sûr. je ne fais que l'aimer à chacun de ses Oui, rôles et à moi, chacune c'est- des fantaisies qu'il C'est un emmène. mec, moi je suis toujours content de le voir dans un film. C'est ça. Moi, mon petit coup de cœur chez les acteurs, c'est, je ne saurais plus le nom de l'acteur, le mec qui joue le chef des terroristes, Bah, Richard Ayoab. Richard Ayoab. Voilà, il est pas présent longtemps. Toutes ses répliques, je les trouve à se pisser dessus de rire. Il a une delivery qui est nickel. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'était le réalisateur de Submarine. Et c'est un acteur qui est quand même un peu connu en Angleterre. Et qui a aussi fait Voisin du troisième type avec Ben Stiller. Bon, ça c'est très différent. Mais si je ne me dis, Faut bien si manger. je ne me trompe pas, je crois que c'est lui. C'est possible. Et Mais en tout cas, il est très. J'adore il est la très dégaine classe. qu'il a, j'adore sa manière il de a une parler. dégaine de Black Panther, quoi. C'est Ouais, vraiment il a ça. une dégaine de Ils Black l'ont Panther. vraiment bien casté. Dans le moment où il fait tout son discours en mode vous en faites pas, cet argent sera reversé uniquement pour la cause. Genre, C'est la gentillesse incarnée, ce C'est personnage. Il fonctionne super bien. Au bout du compte, qu'est-ce que tu retiens de The Phoenician Scheme, qui est une galère à prononcer en caisse de cinéma quand même. Que c'est la preuve que Disney c'est des putains de lâches. Faites le film La jeunesse de Picsou maintenant. Je le veux. Et il y aura des conséquences si vous ne le faites pas. Et sinon, je retiens pas grand chose, pas dans un mauvais sens, juste que moi je prends toujours plaisir à avoir du film de Wes Anderson, qui sait toujours faire des films qui sont agréables à regarder, qui sont plaisants, qui sont drôles, mais que il est peut-être dans une phase où il a moins de choses à raconter. Je sais pas. En tout cas, je retiens un Wes Anderson mineur, mais qui reste tout à fait plaisant. Je vais pas rajouter grand chose. Si vous aimez le style du cinéaste, vous ne serez pas surpris, mais vous allez passer un bon petit moment. Si vous ne le connaissez pas, vous risquez de potentiellement vous prendre une petite claque. Les vieux rabat-joie du fond de la classe vont forcément venir dire oui, mais bon, Wes Anderson, il fait toujours la même chose, c'est chiant. Ben dans ce cas-là, allez pas voir Wes Anderson hein, et regarder ses précédents films. Honnêtement, peut-être que Wes Anderson a juste son bagage et qui s'amuse en fait avec ce qu'il a envie de raconter et faut prendre le train en route. Et pour certains, la destination va pas sembler folle, pour d'autres, elle va sembler entraînante, pour certains, ça va être une illumination. Faut voilà, ça reste sympa, encore une fois, il faut le dire, c'est pas un cinéaste qui, contrairement à certains, peut sonner comme vraiment vieux jeu, un peu nihiliste et désabusé. Il a son univers, sa son fantaisie. style fait pas dépasser non plus. Non, même c'est s'il est ça. pas dans les phases de renouvellement fou quoi. Genre c'est oui, ok, on sait ce qu'on va voir. Maintenant, moi en tout cas, je suis content de ce que je vais voir. Même si je Exactement. sais à l'avance ce que je vais voir. C'est pas parce que je sais que je vais manger du bœuf bourguignon à midi que je ne vais pas apprécier ce bœuf bourguignon. C'est ça, et peut-être en redemander à la fin. Peut-être je vais en demander quand même. Exactement. Et bah, c'est sur cette belle métaphore qu'on va pousser les gens à aller voir quand même The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Faut qu'il fasse un film sur la cuisine. Oh, bah, Faut que t'inquiète. Wes Anderson fasse un film sur des chefs cuistots. Bonjour. Wes, tu Voilà, nous le appelles. prochain. On t'a Le écrit le prochain, scénar. on attend le prochain. Mm. Merci mon cher Colin. Mais de rien. On se revoit vite. Oui. Vite, très vite. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour plein de films, bien évidemment. A plus. Ciao. On en parle de cet enfer de sous-titrage qui va être une galère pour de nombreuses personnes. Oui. Parce que vous allez Alors. regarder dans tous les sens et vous allez être perdu. Je vous le dis d'avance. Ouais. Ouais, et puis en plus la police est un peu petite. En plus. Galère!